Allez, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invitée, Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous avoir aujourd'hui, climatologue bien sûr, coprésidente du premier des 3 groupes de travail du GIEC. Alors il y a ce rapport, il faut qu'on y revienne, d'accord, il a été publié cet été, mais les conclusions du rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, bien, les conclusions sont encore pires que prévu. Il faut oser dire les choses. Moi, ce que j'en ai retenu, vous me direz si c'est vraiment le point ou pas qu'il faut avoir en tête, c'est que le réchauffement de la planète pourra atteindre ce fameux seuil de plus 1,5 degré autour de 2030 et donc avec 10 années d'avance. C'est ça la réalité, la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui? Alors, nous, ce qu'on montre, c'est qu'on est face à un changement climatique qui s'intensifie, des tendances, mais aussi des événements extrêmes, plus intenses, plus fréquents. Et beaucoup de ces caractéristiques vont être directement proportionnelles dans leur accentuation au niveau de réchauffement à venir. Et donc, effectivement, on s'attend à la poursuite de ce réchauffement et de l'accentuation de ses conséquences sur les prochaines décennies. Est-ce que c'est pire que c'était attendu? Non. C'est-à-dire que le prix Nobel de physique, par exemple, a été décerné à un des pionniers de la modélisation du climat, ce qu'on observe depuis 30 ans. C'était attendu même avec les premiers modèles de climat grossiers des années 1980. L'intensification des événements extrêmes, ça a fait l'objet d'un rapport du GIEC en 2012, et c'est ce qu'on voit de plus en plus clairement, qui dépasse d'ailleurs les seuils de tolérance des écosystèmes ou des sociétés. Alors sur l'évolution à venir, dans un rapport de 2018, on avait simplement extrapolé ce qui était observé en disant on atteindra un niveau de réchauffement à ce rythme, si le rythme se poursuit entre 2030 et 2050. Dans notre évaluation là, en fait, on réduit la plage d'incertitude, donc c'est en fait dans les prochains 20 ans qu'on atteindra ce niveau de réchauffement. Mais le message le plus important, c'est de dire chaque fraction de réchauffement supplémentaire compte. Il n'y a pas un seuil en dessous duquel tout va bien, et puis au-dessus duquel ça devient hors de contrôle. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre à quel point chaque fraction de réchauffement supplémentaire, c'est des caractéristiques qui vont s'accentuer dans chaque région du monde, en Europe comme partout ailleurs. Et c'est aussi des conséquences associées à ce niveau de réchauffement à très long terme. Le recul des glaciers, qui va réagir sur quelques dizaines d'années, le réchauffement de l'océan profond, la fonte du Groenland, de l'Antarctique, ça va se poursuivre à l'échelle de temps de siècles à milliers d'années, et ça va dépendre aussi du niveau de réchauffement dans les décennies à venir. Et donc, si on agit de manière importante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a des effets inévitables, la poursuite du réchauffement sur quelques décennies, mais on peut limiter l'ampleur du réchauffement et les risques liés au climat essentiellement sur une échelle de temps d'une vingtaine d'années. On en verrait les bénéfices. Donc il n'est pas trop tard. Et ce message-là, c'est un message d'action. Voilà. Et donc exactement. il n'est pas trop tard. On peut L'évolution future du climat. On peut éviter le cataclysme. L'évolution future du climat, en fait, elle dépend de ce qu'on va choisir de mettre dans l'atmosphère en termes d'effet de serre dans les décennies à venir. Si on agit de manière importante maintenant partout dans le monde, on en verra les bénéfices sur la qualité de l'air, sur la composition de l'atmosphère, sur quelques années, et l'effet sur le climat, sur la tendance du réchauffement, sur une vingtaine d'années. Mais dans les changements, il est vraiment là. Valérie Masson-Delmotte, dans les changements de comportement des uns et des autres au quotidien, qu'est-ce qu'on doit changer? On doit arrêter de prendre la voiture, enfin la prendre moins souvent, arrêter de voyager. C'est quoi en termes de contraintes? Faut-il que ce soit accepté, encore une fois, socialement? Alors, les enjeux, ils ne sont pas qu'à l'échelle des citoyens. Ils sont sur des changements qui sont structurels, qui relèvent des stratégies des gouvernements, des entreprises, des collectivités locales et aussi des citoyens. Pourquoi? Parce que c'est pas vous qui choisissez votre mix énergétique, par exemple. Et dans le monde, le premier facteur d'émission de gaz à effet de serre, c'est la production d'électricité. Alors chez nous, elle est décarbonée. Ouais. Donc ce sont d'autres enjeux. Par exemple, comment on décarbone les transports? Il y a un ensemble de panels d'options. Il n'y en a pas qu'une, et donc ça va dépendre de là où on vit. L'urgence, c'est de décarboner nos transports, encore une fois, qu'on comprenne bien à l'échelle, encore une fois, de la collectivité ou de l'individu. Alors si on prend les émissions de gaz à effet de serre de la France, donc il y a ce qu'on fait sur le territoire national, et puis ce qui est lié à nos importations. Donc il y a des enjeux à agir sur tous ces aspects, bien sûr. Sur le territoire national, ce qui pèse le plus, c'est les transports, environ 1/3 des rejets de gaz à effet de serre, puis à peu près à part égale, 20% chaque, l'industrie, le secteur des bâtiments, en particulier le chauffage, et puis également l'agriculture et l'alimentation. Et en fait, dans chaque domaine, il y a bien sûr des leviers d'action qui existent et qui sont importants. Il y a des choses qui relèvent de ce que peuvent faire les citoyens, mais aussi des choses qui sont mises en place par les pouvoirs publics
pour leur permettre, par exemple, d'isoler les logements, pour leur permettre d'accéder à des véhicules qui soient sur leur cycle de vie les moins polluants possible, le plus vite possible. Si je ne me trompe pas, la France, c'est 1% des émissions de CO2 dans le monde. Pourquoi nous, Français, on devrait faire beaucoup d'efforts alors qu'on ne représente qu'1% des émissions? Certains qui nous regardent peuvent se dire ça, pourquoi je fais l'effort alors que nous, en France, Alors, finalement... ça fait partie d'un ensemble de discours qu'on entend souvent qui sont en fait la recherche d'alibi pour ne pas agir. Par exemple, le fait de blâmer d'autres, de ne pas regarder ses propres responsabilités. Donc, si on prend l'exemple de la France, donc on est 0,8% de la population mondiale, nos émissions ramenées à la population, si on prend ce qu'on consomme, donc ce qui est produit en France, consommé en France, et puis le résultat du commerce international, donc ce qu'on importe de pays qui utilisent par exemple du charbon, chaque année on met l'équivalent de 10 tonnes de CO2, tout gaz à effet de serre confondu, dans l'atmosphère par personne en France. C'est largement au-dessus de la moyenne mondiale, c'est plus de 30% au-dessus de la moyenne mondiale. Donc première chose, on a une empreinte carbone qui est dans les plus élevées du monde. Même si notre électricité est décarbonée, c'est tout le reste qui pèse. Deuxième chose, si on regarde le cumul historique, la France, en fait, sur les émissions dues aux énergies fossiles, on est le 8e émetteur dans le monde sur les émissions de dioxyde de carbone depuis la révolution industrielle. Et ça, c'est important parce que ce qui va déterminer le réchauffement à venir, c'est le cumul des émissions de dioxyde de carbone passées, présentes et futures. Donc on a une responsabilité historique qui pèse sur le climat tel qu'il change aujourd'hui. Et dernière chose, on est la 5e ou la 6e puissance économique mondiale, on a une capacité à agir, on a des jeunes qui sont en recherche d'emploi qui ont du sens, qui veulent porter des solutions, on a des entreprises qui ont des défis de compétitivité, là où en fait on est capable d'apporter des solutions donc, qui répondent aux besoins des uns et des autres tout en réduisant l'empreinte environnementale, ce sont ces entreprises-là qui vont être à l'avenir bien sûr avantagées. Donc il y a de multiples raisons à agir et le fait de regarder ce qu'on pèse en termes d'émissions de gaz à effet de serre ne devrait pas être un frein à agir mais plutôt une motivation. Comme chacun peut faire d'ailleurs un budget carbone personnel, ça se fait dans les entreprises, ça se fait dans les collectivités, de sorte à avoir un tableau de bord pour identifier ce qui émet des gaz à effet de serre et permettre de manière objective, factuelle, de définir sur quoi on veut agir et de suivre l'efficacité de l'action. Si on doit clore le sujet sur les dubitatifs ou les contenteurs ou les sceptiques, certains affirment parmi eux que les rapports du GIEC sont un peu orientés, répondent à des commandes politiques. Si on doit étouffer un brin, ces propos un petit peu complotistes, vous pourriez nous rappeler le fonctionnement du GIEC et comment il arrive aux conclusions que vous donnez? Alors, le GIEC, en fait, mobilise des centaines de chercheurs dans le monde entier qui, sans être rémunérés pour cela, vont passer en revue de manière critique l'état des connaissances sur la base des publications, dans mon cas scientifique, dans d'autres cas aussi techniques et socio-économiques. En faisant cela, on participe à la maturation des connaissances scientifiques. Qu'est-ce qui résiste dans le temps à l'examen critique? Ce sont des connaissances robustes. Qu'est-ce qui est émergent, qui a besoin d'être confirmé, et donc associé à une confiance moins élevée? Pourquoi est-ce que parfois on a des controverses scientifiques? On expliquait en fait les raisons des connaissances imparfaites, incomplètes, et puis enfin où sont les limites des connaissances. Donc c'est vraiment cet exercice-là d'élaborer un rapport du GIEC. Mais pour le faire, en fait, il y a deux piliers. Le premier, c'est quelles sont les attentes exprimées par les représentants de tous les pays. Et le deuxième pilier, c'est quelles sont les connaissances scientifiques nouvelles. Donc moi, je le décris comme un mécanisme de coproduction. On ne fait pas une encyclopédie, en fait, on ne fait pas un livre de cours sur le climat. On répond à l'examen des connaissances qui sont importantes pour agir. Alors, dans notre cas, sur les bases physiques, qu'est-ce que c'est? C'est comprendre ce qui est à l'origine du changement climatique qu'on observe. Par exemple, le poids des différents facteurs, des différents gaz à effet de serre, l'effet refroidissant des particules de pollution, le rôle de l'utilisation des terres. La deuxième chose, c'est fournir une information scientifique rigoureuse avec l'incertitude associée et connaître l'évolution du climat à l'échelle globale, à des échelles de temps de quelques décennies, quelques centaines d'années, c'est une information qui est extrêmement importante pour la prise de décision. Par exemple, si vous devez gérer une infrastructure critique sur le littoral, vous avez besoin de savoir quelle sera l'ampleur de la montée du niveau des mers, quels seront les extrêmes de niveau marin qui vont être plus intenses et plus fréquents, de sorte à agir maintenant pour vous y préparer. Sinon, vous allez perdre de l'argent, vous allez avoir des pertes et des dommages, vous ne serez pas résilient. Donc l'information scientifique rigoureuse sur l'état du climat à venir, global et régional, c'est une demande exprimée dans tous les pays du monde et par les actuaires, les gestionnaires de risques, les assureurs, et de plus en plus par un ensemble d'acteurs dans la société.
Valérie Masson-Delmotte, vous parlez du montée du niveau des mers. Est-ce que tout ça, encore une fois, est inévitable et irréversible? Et à quel niveau, encore une fois, on parle de quelques centimètres? Parce que pour certains, ils vont se dire, ah ben, 5-10 centimètres, c'est comme un petit peu, pardon, mais il y a une confusion facile entre la météo et le climat. Les gens se disent, ah bon, 2 degrés de plus dans l'esprit des gens, ok, bon, il fera un peu plus chaud, mais c'est pas ça, hein. On parle pas de ça, là. Alors, je voulais juste reprendre sur la manière dont les rapports sont élaborés. Donc il y a des centaines de chercheurs, de scientifiques qui les rédigent. Ils sont relus par des milliers d'experts de la communauté scientifique et nommés par des gouvernements. Dans le rapport qu'on a rendu cet été, c'est des milliers de relecteurs, c'est 78 000 commentaires qui ont été pris en compte. Il y a peu d'équivalents dans le monde sur un mécanisme transparent, rigoureux, permettant à la fois de fournir cet état des connaissances, associé pour chaque conclusion à un niveau de confiance, et traçable aux éléments scientifiques passés en revue. Le sujet qui a été un des plus chauds dans la relecture de ce rapport, c'était justement tout ce qui portait sur le niveau des mers. Pourquoi ? Donc, la réponse du niveau des mers, c'est une conséquence directe de notre perturbation du bilan d'énergie de la Terre. En rajoutant des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur, elle ne part plus vers l'espace. 90% de cette chaleur supplémentaire rentre dans l'océan. Ça amortit le réchauffement en surface, mais quand l'océan se réchauffe, il gonfle. Donc on forme des eaux de mer plus chaudes en surface qui plongent et qui vont ressortir. L'échelle de temps, c'est de l'ordre du millier d'années. Donc ça rend en fait à la fois le réchauffement tel qu'il est déjà là irréversible, mais aussi la montée du niveau des mers quand ces masses d'eau chaude rentrent en profondeur, irréversible à des échelles de temps de siècles et milliers d'années. Les glaciers réagissent quand l'air est plus chaud. C'est aussi une conséquence directe. Ils ne sont pas à l'équilibre avec le climat d'aujourd'hui, ils vont continuer à réagir, à reculer pendant plusieurs décennies. Donc plus le réchauffement à venir sera fort, plus ils vont continuer à reculer. Ça ajoute à la montée du niveau des mers. Et enfin, le dernier terme, c'est l'Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que la moyenne planétaire. Ça entraîne une augmentation de la fonte en surface du Groenland, qui rajoute à la montée du niveau des mers. Et l'océan près de l'Antarctique se réchauffe, va lécher par en dessous des parties flottantes des glaces de l'Antarctique. Donc c'est en fait un immense glacier qui dégouline sur l'océan. L'eau de mer plus chaude va fragiliser la partie flottante. Et l'image que je vais donner, c'est celle d'une bouteille de champagne qui est couchée. D'accord ? Donc l'Antarctique, c'est un énorme glacier sur un continent. Une partie flottante, c'est en fait l'avancée, on va dire, de la bouteille de champagne. Et une question qu'on se pose, c'est, on sait qu'il y a des secteurs instables en Antarctique, mais on ne sait pas à quel moment le bouchon de la bouteille peut sauter. À quel niveau de réchauffement, quand. Et qu'est-ce qui se passe? Et s'il saute, l'eau qui était dans la... Enfin, le champagne s'écoule de manière irréversible. De la même manière, si certaines plateformes de l'Antarctique s'amincissent et se disloquent, ça va entraîner en fait un écoulement de glace ancienne qui était à l'intérieur du continent pendant des échelles de temps de siècles à millénaires. Donc ça, c'est associé à une incertitude très profonde. Et pour cette partie-là, si cet événement de ce type se déclenche dans plusieurs secteurs de l'Antarctique, c'est associé à une probabilité que ça se produise faible. Mais si ça se produit, ça peut ajouter de l'ordre de 1 mètre de plus de montée du niveau des mers sur un siècle. Donc sur la montée du niveau des mers, on est sur en gros une vingtaine de centimètres en plus d'ici à 2050. Et c'est c'est vraiment grave. Certains vont se dire, mais 20 cm, bon ok, 20 cm. Alors ça va augmenter l'érosion des côtes sableuses et surtout ça va renforcer la fréquence des extrêmes de haut niveau marin. Il faut comprendre que nos ouvrages de protection, les écosystèmes côtiers, l'agriculture dans les zones de grand delta, elle s'est développée depuis des siècles avec un niveau des mers relativement stable. Ça a monté d'environ 20 cm, ça accélère parce que le Groenland et l'Antarctique contribuent davantage depuis 30 ans. Donc 20 cm en plus, c'est une érosion plus grande, une entrée d'eau salée dans des aquifères côtiers, donc des enjeux pour l'eau douce. Et puis c'est des événements qui étaient rares dans le passé, quand on avait une forte tempête et une forte marée à niveau des mers constant, ça se produisait une fois par siècle. Ce type d'événement, donc le record de niveau marin une fois par siècle, va se produire à horizon 2050 20 à 30 fois plus fréquemment. Donc les enjeux pour la montée du niveau des mers, c'est pas simplement la montée graduelle, quelques millimètres par an, c'est anticiper sur ce qui va dépasser les ouvrages de protection tels qu'ils existent aujourd'hui. Et ça pose la question de l'anticipation. Compte tenu des infrastructures stratégiques, des activités humaines sur le littoral, ce sera en 2050 1 milliard de personnes. L'enjeu, c'est anticiper maintenant, à partir des connaissances que l'on a, à horizon 2050-2100, pour, dans certains cas, protéger par des ouvrages en dur, ou par des écosystèmes côtiers qu'on renforce, ou bien avancer sur la mer, mettre en sécurité les choses stratégiques, avoir des systèmes d'alerte, ou parfois planifier un repli stratégique.
Il y a évidemment, vous en parlez, Valérie Masson-Delmotte, les tempêtes en mer, mais il y aura, si on reste sur cette trajectoire, il y aura aussi plus de canicules, plus de sécheresse, plus d'incendies géants. Enfin, c'est ce qu'on a eu cet été aux États-Unis, en Grèce, en Europe, les inondations qu'on a vues en Allemagne, en Belgique, démultipliées. C'est ça aussi, hein. Alors oui, donc le climat qui change, l'accumulation de chaleur dans la machine climatique, c'est des tendances graduelles. Le réchauffement en France, c'est déjà 1,9 degré, c'est bien plus que la moyenne planétaire, hein, qui est de 1,1. Donc les tendances, elles sont plus marquées sur entre quand et quand? Sur la dernière décennie par rapport à 1900. Donc on en est déjà au niveau planétaire à plus de 1 degré, et c'est bien davantage en France, comme dans la plupart des régions terrestres. Donc ça, c'est la tendance. Et quand la température moyenne augmente, on a une augmentation disproportionnée des extrêmes chauds. On a moins d'extrêmes froids, et on a beaucoup plus d'extrêmes chauds et des extrêmes chauds plus intenses. Donc les événements comme 42 degrés à Paris, 45 degrés à Nîmes, en juin 2019, ces événements ont été rendus plus intenses, plus probables, du fait de l'influence humaine sur le climat. Beaucoup de records chauds récents ne se seraient pas produits si on n'avait pas perturbé le climat. Et une atmosphère plus chaude, elle peut aussi contenir plus de vapeur d'eau. C'est 7% de plus sur les pluies torrentielles par degré de réchauffement planétaire. Donc des événements de pluie extrême qui vont être plus intenses, plus fréquents. Et enfin, quand l'atmosphère est plus chaude, elle va vider plus vite les sols de leur humidité. Donc elle amplifie les sécheresses. C'est observé par exemple en Europe de l'Ouest, autour de la Méditerranée, et on s'attend à ce que plus le niveau de réchauffement sera important, plus ça va renforcer la sévérité de ce type d'événements. Et les événements les plus rares, très chauds, très secs, propices aux incendies, augmentent de manière disproportionnée à mesure du réchauffement planétaire également. Donc nous, ce qu'on dit, c'est, voilà, ce sont des connaissances scientifiques, s'il vous plaît, utilisez-les. Utilisez-les de sorte à ce que on agit sur la manière dont ces événements nous affectent. Et il n'est pas trop tard, parce que j'aimerais qu'on finisse quand même sur un message optimiste. Voilà, l'action, c'est pas uniquement agir sur la cause du réchauffement, les émissions de gaz à effet de serre, c'est déterminant bien sûr sur l'ampleur des risques à venir, mais l'action vis-à-vis du climat, c'est aussi utiliser ces informations scientifiques de sorte à anticiper, gérer les risques, mettre en place des systèmes d'adaptation, des stratégies d'adaptation. Dans tous les secteurs d'activité, les entreprises le font. Les entreprises comprennent très clairement leur dépendance à des chaînes de valeur dans les différentes régions du monde, et donc peuvent faire des analyses de risque, des stress tests climat, de sorte à renforcer finalement la résilience de leur activité économique. Et c'est la même chose à l'échelle d'une collectivité locale. Il est possible d'anticiper, et nous avons mis en place un atlas interactif où finalement pour chaque région du monde, vous pouvez regarder ce que c'est les caractéristiques d'un climat qui change, les tendances, les extrêmes, dans les prochains 20 ans, en 2050, en 2100, en fonction du niveau de réchauffement planétaire ou en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Et vous pouvez regarder en fait toutes les caractéristiques dont on sait qu'elles vont être génératrices d'impact et de risques, de manière synthétique, région par région. Et le travail qu'on a fait pour ça, c'est vraiment pour faire en sorte que le travail des scientifiques puisse être le plus utile possible pour agir. Bon, on est sur Boursorama, Valérie Masson-Delmotte. Quel rôle pour la finance? Comment elle peut jouer un rôle justement pour que les prochains rapports du GIEC soient moins inquiétants que ceux qu'on a pu avoir? Chaque secteur d'activité a son rôle à jouer et la finance a un rôle déterminant. Les rapports précédents du GIEC ont montré en fait l'enjeu à réorienter les financements hors des secteurs qui contribuent le plus à accentuer le réchauffement climatique, donc tout ce qui touche en particulier aux énergies fossiles, vers les secteurs d'activité qui vont être porteurs de solutions, donc l'efficacité énergétique par exemple, toutes les solutions permettant d'assurer l'ensemble des services dont on a besoin, mais en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Je crois que c'est le Fonds monétaire international qui a mentionné qu'il y a 11 millions de subventions aux énergies fossiles par minute. Je crois, c'est l'ordre de grandeur qui a circulé hier. Donc on voit bien les enjeux qui sont considérables du côté de la réorientation des investissements. Et ça va dans le bon sens. Et c'est un point qui est critique parce que si on investit dans des secteurs extrêmement polluants, le risque, c'est multiple. C'est à la fois des risques physiques, donc les risques d'un climat qui change, qui augmentent, et c'est la raison pour laquelle le secteur des gestionnaires de risque, le secteur des actuaires, est en première ligne pour utiliser l'information climatique pour pouvoir faire des stress tests climat sur la partie physique. Et la deuxième dimension, c'est les risques de transition, c'est-à-dire si vous mettez vos billes, vos capitaux, dans des secteurs d'activité qui, à terme, vont être amenés à se réduire, vous avez des risques majeurs d'actifs échoués. Les grandes banques centrales commencent à s'approprier cet enjeu-là, qui est un enjeu extrêmement important pour la stabilité du système financier. Voilà, donc il y a
deux grandes catégories de risques. On voit que le secteur de la finance commence à se les approprier. Mais s'il n'y a pas une action plus rapide, Ouais. eh ben en fait, on risque d'inscrire par les investissements qui sont dans les tuyaux un réchauffement climatique supplémentaire. Donc c'est pour ça que ce secteur d'activité pèse de manière particulière dans la possibilité d'agir au bénéfice du développement économique, social, mais aussi au bénéfice de la stabilité du climat, qui est un point important pour nos sociétés. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Valérie Masson-Delmotte, climatologue, coprésidente du premier des 3 groupes de travail du GIEC. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Au revoir. Et ça vaut le coup revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.